Julien Drey, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes conseiller régional PS Île-de-France. Un mot tout d'abord sur ce qu'on vient d'apprendre cet après-midi, il y a 3/4 d'heure, sur le parvis de Notre-Dame. Un policier a été attaqué au marteau. Le policier a riposté. L'assaillant a été mortellement blessé. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. Bon, on ne va pas dire que c'est du terrorisme, mais ça y ressemble. On a l'impression qu'on est démunis, Julien Drey, parce que ces attaques jaillissent de nulle part avec des objets du quotidien. Un couteau à Londres, un marteau à Paris, une voiture. On n'est pas démunis, on essaye de se protéger de la meilleure manière dont on peut le faire, soit par le renseignement en amont, soit par une présence vigilante policière. Maintenant, vous êtes face à une nouvelle forme de terrorisme qui est très compliquée, parce que ce sont de ce qu'on appelle des bombes humaines qui explosent n'importe où, et même y compris le renseignement parfois est défaillant, parce que c'est des choses qui apparaissent en quelques semaines. On a vu dans les profils des terroristes de Londres des radicalisations qui sont faites en moins de 6 semaines. Alors quand c'est des processus longs, par Internet, on arrive à rattraper les choses. Quand c'est des processus aussi spontanés, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on essaye de faire, un maillage territorial fort de présence policière qui peut intervenir très rapidement. On l'a vu là. Et aussi, ce qu'il faut renforcer peut-être, c'est ce qu'on appelle les profileurs. Les profileurs, c'est quelque chose que les États qui ont eu à subir des vagues de terrorisme importants ont mis en place, c'est-à-dire des gens qui savent reconnaître des comportements suspects et anticiper un certain nombre de choses. En France, on commence à le faire. C'est sûr que face à ce terrorisme-là, notamment dans les grandes zones de concentration commerciale, à travers les réseaux de vidéosurveillance, le rôle du profileur est très important. Mais on a l'impression qu'on va vivre avec pendant une génération, là, non? Vous êtes confronté à une vague de terrorisme mondial qui a des bases arrières fortes, avec des conflits qui existent aujourd'hui, qui a aussi, même si j'aime pas trop, des causes sociologiques ou des causes parfois psychologiques, parce qu'on voit que c'est aussi des éléments, des gens qui sont en situation de défaillance personnelle et qui trouvent là une manière d'exister ou de se donner un sens à leur vie. Bon voilà, c'est un phénomène protéiforme auquel il faut répondre avec évidemment des bases arrières qu'il faut aussi anéantir, parce que ce qui est en train d'être fait, notamment en Syrie, avec l'offensive qui est en cours menée par les combattants kurdes sur la ville de Raqqa, c'est des éléments qui visent aussi à couper la tête pensante ou celle qui émet ou qui donne des consignes. Julien Drey, quand vous entendez l'Arabie Saoudite dire le Qatar finance le terrorisme international, vous dites quoi? Ça vous amuse de voir le Qatar donner des leçons et dire qui est méchant et qui est gentil? Ou vous dites c'est vrai que nous devrions, nous en France, être plus intransigeants. Anne Hidalgo, quand elle dit qu'elle a de bonnes relations avec le Qatar et que ça ne la dérange pas, il y a des comportements... Oui, c'est pas, si vous me permettez, elle qui est la plus ciblée dans les relations avec le Qatar. J'ai l'impression qu'un ancien président de la République... Oui, Nicolas Sarkozy. Voilà, il y a beaucoup de femmes et d'hommes politiques qui ont entretenu des rapports avec le Qatar et d'échanges culturels. Et il faut revenir en arrière, là, c'est pas possible? Alors, il ne faut pas passer du jour au lendemain d'un extrême à un autre. Vous savez, il y a 3-4 ans, j'avais demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur le Qatar. Et ma grande surprise, c'est ce que je pensais être une demande simple, a été totalement bloquée à l'Assemblée nationale, notamment par le président du groupe d'amitié France-Qatar. Et puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes et d'hommes politiques qui ne disaient rien, mais qui tout doucement lestaient la chose pour qu'elle n'aboutisse jamais. Voilà. Alors le Qatar a joué un rôle très particulier en France, il a fait beaucoup d'investissements, il a courtisé beaucoup de responsables politiques, beaucoup s'y sont rendus d'ailleurs pour faire des colloques grassement rémunérés. C'est un tort, d'après moi. Voilà. Maintenant, je voudrais juste dire une chose, que l'Arabie Saoudite prenne la tête de la lutte contre le Qatar peut aussi faire sourire, parce que l'Arabie Saoudite, notamment dans le conflit en Syrie aujourd'hui, a joué un rôle très néfaste. Et l'Arabie Saoudite a longtemps été le berceau du terrorisme. Je rappelle que les réseaux Ben Laden sont nés en Arabie Saoudite. Julien Drey, on vote dimanche, sondage France Télévisions, le PS est à 8,5 dans les sondages au premier tour. C'est plus grave qu'en 93. Pour dire les choses, est-ce que le PS peut disparaître parce qu'il n'a plus d'espace entre Jean-Luc Mélenchon, qui est l'opposition, et En Marche, qui serait une sorte de SPD à la française? Je ne crois pas qu'En Marche soit en train de devenir un SPD à la française. Je pense que c'est un mouvement qui est centré sur la personnalité d'Emmanuel Macron dans un moment particulier de crise politique avancée, le bilan du quinquennat, la manière dont les choses sont passées, et l'incapacité aussi pour le Parti socialiste d'avoir pris les décisions nécessaires au moment où il fallait le faire. Un candidat qui, par ailleurs aussi, a porté une responsabilité dans l'échec de la campagne, d'après moi. Benoît Hamon, mauvais candidat? Je pense qu'il faudra tirer les leçons. Je vois bien
que lui essaye d'expliquer que c'est la faute aux autres, mais il y a aussi une manière de faire campagne, des cibles qui ont été dégagées, le ciblage, d'après moi, qui a été erroné au départ de sa campagne en s'en prenant d'abord à Macron et en laissant un espace considérable à Mélenchon. Maintenant, le Parti socialiste, il va falloir qu'il se refonde, qu'il se remette en cause, qu'il réfléchisse. Mais le combat socialiste, c'est pas un combat qui est né il y a 5 ans. C'est un combat qui dure depuis un siècle. C'est un combat qui continuera dans des formes nouvelles. Qu'est-ce qu'il faut garder dans le nouveau socialisme que vous appelez une refondation, et qu'est-ce qu'il ne faut pas garder par rapport à l'ancien? Je pense qu'il faut garder le combat pour la justice sociale, le combat pour l'égalité, le combat pour un autre mode de production, le combat pour une planète qui soit respectée par le mode de production. Ça, c'est le cœur du combat socialiste, le combat pour des nouveaux droits des citoyens. Tout ça, il va falloir les actualiser. Mais vous savez, l'assouplissement du marché du travail, ça, c'est pas un combat de socialiste. Je dis ça parce qu'Emmanuel Macron prépare, on le sait, les ordonnances pour assouplir le marché du travail. Il dit il faut en finir avec ce chômage de masse. Regardons ce qu'ont fait les autres et on va faire la même chose. Alors, la question, c'est simple. C'est si il fait une réforme qui conduit à ce qu'on voit apparaître une génération de travailleurs pauvres ou de vieux travailleurs, comme on le voit par exemple aux États-Unis. Mais avec du boulot. Oui, mais avec du boulot. Mais à quelles conditions? Moi, je pense qu'on peut faire autrement. Voilà, je pense qu'on peut faire autrement. On a commencé à le faire. Et il n'est pas obligé de précariser la société française. Par ailleurs, nulle part la précarisation a créé des emplois. Nulle part. Ça, c'est un mythe. Elle crée des difficultés supplémentaires parce qu'il y a une question très simple. Pour pouvoir produire, encore faut-il qu'il y ait un marché. Si vous avez des travailleurs qui n'ont pas de pouvoir d'achat, elles ne peuvent pas consommer. Donc vous avez des entreprises qui tournent à vide. Et donc vous avez si vous me permettez, le chien qui se mord la queue. Donc on est dans une situation où il faut savoir combiner une production de masse avec un niveau de consommation de masse. Voilà. Donc c'est ça l'équilibre qu'il faut trouver aujourd'hui. Voilà. Alors l'assouplissement, si vous me permettez, l'assouplissement, moi j'en ai discuté beaucoup avec Emmanuel Macron. Oui, parce que vous le souteniez quand il était peu connu et maintenant qu'il est à l'Élysée, vous le laissez tomber. C'est curieux, vous faites le contraire de ce que font les... Oui, mais parce que moi j'ai une certaine continuité. Je vous amène la question, comme on dit. C'est parce que quand on a fait la loi travail, il y avait une première version, puis il y a une deuxième version. Et là-dessus, il y avait des discussions. Et souvent, je lui ai fait remarquer que certes, il y avait des choses à assouplir, notamment pour les petites entreprises, parce qu'il y a une lourdeur administrative pour les petites entreprises qu'il faut assouplir, mais qu'il faut faire très attention, parce que le contrat de travail, c'est aussi une sécurité. Et une sécurité pour un salarié, ça devient un élément important pour une entreprise, parce que ça veut dire qu'il se sent bien dans cette entreprise, donc il est productif, il est efficace, il est utile. C'est pas vrai que les entreprises où les gens ont peur tous les matins en arrivant de se faire licencier sont des bonnes entreprises. Donc là, vous serez dans l'opposition sur ce point. Moi, je pense que notre comportement, à nous, socialistes, c'est ce que j'ai essayé de définir depuis le début, ça doit être une vigilance critique. C'est-à-dire, quand il y a des choses qui peuvent aller dans le bon sens, il faut effectivement soutenir, mais quand on sent qu'il y a des régressions, et que ces régressions peuvent être lourdes comme conséquence sur la société française, eh bien, je pense qu'il faut se battre contre et mener la bataille des idées comme nous allons le faire, comme nous le faisons dans cette campagne législative. Voilà, donc il faut des députés, si vous me permettez, qui soient justement capables de mener cette bataille-là. On en aura 30, il paraît. On va en avoir 30. Vous avez passé de 300 à 30, ce qui fait que le PS n'aura plus de fonds et qu'on dit, c'est vrai, que vous envisagez de vendre le... Chaque député socialiste, si vous me permettez, il va compter. Moi, j'ai appartenu à un groupe socialiste en 1993 où nous étions 56. Ouais, là, c'est 30. Oui, d'accord, mais 30, 56, on est dans les ordres de grandeur qu'on connaît. Mais avec 56, nous avons empêché, par exemple, la réforme du financement de l'école privée, à l'époque, où nous avons mené la bataille contre la réforme du régime des retraites. Et elles ont été utiles, ces batailles-là, parce qu'elles ont permis de préserver un certain nombre de choses. Donc je dis, oui, dans les heures qui viennent, dans les jours qui nous restent, chaque député socialiste va être un élément important dans ce dispositif. Parce que vous savez, les assemblées unanimes, où vous n'avez plus que des députés godillots, c'est extrêmement dangereux. Parce que ça veut dire que le jour où il y a un problème, le débat ceux qui veulent soutenir Emmanuel Macron, qui disent allez, donnons-lui sa chance et ses 300 députés. Mais soutenir, ça ne veut pas dire donner les pleins pouvoirs. Soutenir, ça veut dire qu'il y a un équilibre démocratique. Ça serait pas un service à lui rendre ? C'est pas un service à lui rendre. Moi, je pense qu'il a besoin d'une opposition. On a toujours besoin d'une opposition. Et on a besoin que cette opposition, elle soit à l'Assemblée nationale. Sinon, elle n'aura plus qu'une seule chose, à descendre dans la rue. Et lorsque le conflit dans la rue sera très important, vous savez ce qu'on fera ? On dira démission de l'Assemblée nationale. Parce qu'on lui dira, elle n'est plus représentative. Merci beaucoup, Julien Drey, conseiller régional PS Île-de-France. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Le Qatar, accusé par ses voisins de financer le terrorisme. L'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis décident en conséquence de suspendre leurs relations avec cette petite monarchie pétrolière qui, à l'inverse, entretient de très bonnes relations avec la France. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Pourquoi le Qatar est dans le viseur ».